Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Sévère défaite des islamistes au pouvoir au Maroc. Le parti Justice et Développement perd 90% de ses sièges selon les résultats provisoires des élections législatives du 8 septembre. Une déroute spectaculaire pour ce parti qui était à la tête du gouvernement depuis 2011. Les contours du futur parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se dessinent. Les membres du comité chargé de préparer cette nouvelle formation politique sont connus. Toutefois, la situation reste confuse autour de la présence et du rôle de l'ex-première dame Simone Eyive Gbagbo. Et à une semaine du lancement du championnat d'Afrique féminin de basketball qui se tiendra du 17 au 26 septembre au Cameroun, les pronostics vont bon train. Sur le futur pays vainqueur de cette compétition, nous ferons le point dans cette édition. Mais tout d'abord en Éthiopie, les forces de défense du Tigré ont réagi ce 8 septembre aux allégations selon lesquelles elles seraient impliquées dans le massacre de plus de 120 civils début septembre dans certaines parties de l'Amhara au nord du pays. Le TPLF a nié toute responsabilité dans ces massacres de civils en accusant l'administration régionale Amhara de faire de la propagande contre les forces tigréennes dans le but de ternir leur réputation. Rappelons que la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, est le théâtre d'affrontements entre les troupes du gouvernement fédéral et les forces de défense du Tigré depuis novembre 2020. Ces combats ont déjà fait des centaines de milliers de déplacés, avec un nombre important d'exactions présumées commises dans cette région, selon plusieurs ONG. C'est un véritable séisme électoral qui s'est produit au Maroc. D'après les résultats provisoires des élections législatives du 8 septembre, le parti islamiste Justice et Développement, à la tête du gouvernement depuis une décennie, vient d'essuyer une défaite historique en perdant 90% de ses sièges au Parlement, et ce au profit des partis libéraux. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Au Maroc, le parti de tendance libérale Rassemblement national des indépendants RNI a remporté la majorité des sièges aux élections législatives marocaines, battant ainsi les islamistes modérés du parti de la justice et du développement selon les résultats préliminaires. Le RNI a obtenu 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants. Il est suivi par les libéraux du parti Authenticité Modernité qui, eux, ont remporté 82 sièges et le parti conservateur Istilal crédité de 78 sièges. Ce qui explique cette déroute, c'est incontestablement un vent de dégagisme qui a soufflé sur la scène politique marocaine. Il faut dire que les Marocains en ont assez de cette gestion des islamistes qui a duré pendant des années et qui n'a pas réussi à trouver des solutions à leur pouvoir d'achat, à améliorer les services publics et à gérer les affaires du pays. Donc il y a un sentiment d'échec, de déception et de dégagisme qui s'est exprimé par les urnes. La victoire du RNI à ces législatives démontre la confiance que le peuple marocain porte au roi Mohamed VI. À côté, les islamistes déboutés durant le scrutin dénoncent des irrégularités parmi lesquelles la corruption à proximité de bureaux de vote et des confusions sur certaines listes électorales. Une thèse battue en brèche par le ministre de l'Intérieur qui indique que les élections se sont déroulées dans les circonstances normales. Le roi du Maroc, qui est le chef d'État, va, une fois les majorités constituées au sein du Parlement, choisir une personnalité pour constituer un gouvernement. Et donc, il est fort à parier que le gouvernement sera issu de cette grande majorité constituée de 3 grands partis qui ont remporté la majeure partie des sièges. Voilà. Et donc, on s'attend à ce que cette personnalité soit issue peut-être du Rassemblement national des indépendants, notamment de monsieur Abdelaziz Arnouch, qui est le plus connu et le plus cité pour occuper cette fonction de Premier ministre. Cette victoire du RNI annonce de nouvelles perspectives dans la gestion du pays. Selon le ministre marocain de l'Intérieur, le taux de participation a atteint 50,35% au niveau national. Toutefois, le roi Mohamed VI va nommer un chef du gouvernement issu du parti arrivé en tête du scrutin.
lequel sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans. Par ailleurs, selon les autorités, les résultats définitifs à ces élections devraient être connus dans 7 jours. Laurent Gbagbo prépare son retour sur la scène politique ivoirienne. Comme annoncé, l'ancien président ivoirien se lance dans la formation d'un nouveau parti politique. C'est dans ce sens que les membres d'un comité chargé de réfléchir aux contours de ce futur parti ont été dévoilés le 7 septembre. Une liste dans laquelle figure l'ex-première dame, Simone Ehime Gbagbo, mais elle semble pourtant peu incline à rejoindre ce mouvement. Les précisions de Aïssatou Bari. Des séances de travail pour acter la création de la nouvelle formation politique annoncée et très attendue. Mardi 7 septembre, l'ancien secrétaire général du FPI pro-Gbagbo, Assoua Adou, a déroulé le calendrier. Les membres de commission et groupes de travail ont été nommés en vue de préparer le congrès constitutif du parti prévu en octobre 2021. Absente de certaines commissions capitales, comme celle de l'élaboration du manifeste du parti, l'ancienne première dame, Simone Ehime, a été annoncée dans le groupe de réflexion élargi. Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi sans que je n'ai même été préalablement consultée. Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération. Le jeudi 9 septembre à 10h, le groupe de réflexion élargi a été convié à une séance de travail. Avant cette rencontre, Assoua Adou a convié le 8 septembre à une rencontre la commission chargée de l'élaboration du projet du manifeste, des statuts et règlements intérieurs, de la dénomination et du sigle du parti. Une rencontre qui, selon des partisans, voit Simone Gbagbo, l'une des pionnières de l'histoire politique du parti, reléguée au second plan. L'on ignore ce que sera la place de Simone Ehime Gbagbo, l'ex-première dame, toujours épouse légale de Laurent Gbagbo. Dans la même journée d'hier, elle a donc remis en cause la forme des désignations de sa nomination au sein de ce comité. Elle a dit qu'elle était peu incline à accepter cette nomination, estimant qu'elle avait été méprisée, que Laurent Gbagbo et son secrétaire général Assoua Adou lui avaient manqué de respect. Elle a explicitement écrit « mes anciens camarades de parti ». Cette expression vaut son pesant d'or. On a l'impression que d'un côté comme de l'autre, du côté de Laurent Gbagbo comme de celui de son épouse, il y a une crise profonde que nombreux parmi leurs supporters niaient jusque-là, mais qui a fini par éclater au grand jour. Depuis son retour au bercail le 17 juin dernier, les relations entre Simone Gbagbo et son époux se sont profondément dégradées. Fin juin, l'ancien chef de l'État a officiellement demandé le divorce à sa compagne de toutes les luttes. Historienne, députée, militante et membre influente du FPI, Simone Gbagbo a occupé une place prépondérante au sein du parti de gauche, notamment en tant que vice-présidente. Les indicateurs économiques de la Libye sont dans le rouge après une décennie de troubles politiques et sécuritaires. Le pays a subi des pertes de revenus de l'ordre de 1 000 milliards de dollars sur la période 2011-2020. Seule option pour le gouvernement de transition, miser sur la stabilité pour assurer la relance économique grâce au potentiel du pétrole. Les précisions de Nathalie Moho. Le ministre de l'économie et du commerce, Mohamed Oué, a révélé que l'économie libyenne a perdu 1 000 milliards de dollars de revenus entre 2011 et 2020. Des pertes directement imputables à l'instabilité politique dans le pays. Cette période est également marquée par une baisse du produit intérieur brut, passé de 90 à 40 milliards de dollars. De plus, l'un des principaux points faibles de l'économie de la Libye réside dans l'instabilité du taux de change de sa monnaie, le dinar libyen. La Banque centrale de Libye doit défendre la valeur du dinar contre les devises étrangères, dont le dollar américain, selon des critères qui sont basés sur les règles internationales fixées par la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international qui assure le contrôle de l'inflation et améliore le niveau de vie. L'économie libyenne repose principalement sur les revenus pétroliers, mais le contrôle des zones et installations de production du pétrole sont au cœur du conflit entre le gouvernement national et les troupes du général Haftar. Le ministre Oué a relevé l'importance de protéger le secteur pétrolier libyen. La Libye produit actuellement environ 1,3 million de barils de pétrole par jour et elle peut porter la production à 3 millions de barils de brut si la situation sécuritaire est stabilisée et que le secteur pétrolier est tenu à l'écart des conflits politiques. Nous devons fixer des priorités telles que l'augmentation des investissements dans le pétrole ou encore la fourniture d'électricité. La Libye dispose de nombreux atouts susceptibles de porter sa croissance économique. Elle occupe la 4e place mondiale en termes de réserves de pétrole de schiste, estimée à environ 43 milliards de barils. Dans son plan de diversification économique, le pays peut compter sur sa richesse halieutique et son potentiel agricole. À noter que le sud de la Libye est considéré comme le berceau du blé en vrac. Également dans l'actualité, la crise politique au sommet de l'État somalien fait réagir le président ougandais Yoweri Museveni. Dans un entretien accordé à un média international ce 8 septembre, le chef de l'État ougandais a menacé de retirer ses troupes de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie si les divisions entre les dirigeants somaliens persistaient. Notons que la Somalie se trouve actuellement dans une impasse politique et sécuritaire, paralysée par un conflit entre le président et le Premier ministre autour du remplacement du directeur des services de renseignement. L'Ouganda s'attelle à la lutte contre le changement climatique. Le pays a promulgué une loi qui a pour but d'atténuer les impacts du changement climatique pour s'attaquer principalement à la pollution de l'air, un engagement acté symboliquement le 7 septembre lors de la journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu, un sujet de Mildred Diamou. L'Ouganda s'engage à renforcer la lutte contre le changement climatique. Le 7 septembre 2021, le pays a ratifié une loi sur le changement climatique dans le but de limiter ses impacts sur les populations. La nouvelle loi, qui a été adoptée en avril 2021 dans le pays, vise essentiellement la lutte contre la pollution de l'air. Le président Yoweri Museveni a adopté le projet de loi national sur le changement climatique. Il devient une loi. Les niveaux de qualité de l'air ambiant dans les centres urbains surveillés sont estimés à plus de 5 fois les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous battons pour l'institution des lois sur le climat afin que les coupables soient sévèrement punis par des tribunaux. La loi prévoit la création d'un fonds pour le changement climatique et charge également le ministère de l'Éducation d'intégrer l'éducation et la recherche sur le changement climatique dans le programme national afin de sensibiliser sur les effets de ce fléau. Elle prévoit ainsi la création d'un comité consultatif national sur le changement climatique composé d'experts techniques qui fourniront des conseils techniques. Les pollutions dues aux gaz à effet de serre et les impacts du changement climatique affectent la résilience économique, sociale et environnementale de tous les pays du monde. Les pays à l'instar de l'Ouganda, à la veille de la COP21, se sont engagés à travers les fameuses contributions déterminées à agir en faveur de la dépollution et de l'adaptation au changement climatique. C'est dans cette ligne que devrait être appréciée la loi visant à atténuer les impacts du changement climatique promulguée par l'Ouganda. Cette loi est l'expression d'un engagement des autorités de ce pays, mais à la fois un avertissement aux investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à ces ressources naturelles. En Ouganda, plus de 30 000 personnes décèdent chaque année à cause de maladies liées à la pollution de l'air, selon l'Autorité nationale de gestion de l'environnement. Cette loi aidera donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à adopter une réponse à la crise du changement climatique au niveau national.
Le FIBA Women's Afro Basket 2021, compétition phare du basketball féminin, se tiendra du 17 au 26 septembre à Yaoundé, au Cameroun. Dans cette 25e édition, plusieurs pays qualifiés peuvent prétendre au titre, dont les Lions indomptables qui évolueront à domicile. Un sujet de José Douglas. 4 groupes pour participer à cet événement que tous les passionnés de basket attendent du 18 au 26 septembre dans le Temple du Sport à Yaoundé au Cameroun. Cameroun, Cap-Vert et Kenya sont en groupe A, Nigeria, Angola, Mozambique en groupe B, Sénégal, Égypte, Guinée pour le C, Mali, Côte d'Ivoire et Tunisie en groupe D. Je tiens sincèrement à remercier toutes les autorités camerounaises pour avoir accepté d'organiser cet Afro-Basket Women dans la terre camerounaise et dans la capitale de Yaoundé. Durant ces dernières années, c'est le Sénégal, le Nigeria et l'Angola qui ont soulevé le trophée. Permettez-moi d'apprécier la présence des membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays, ainsi que celle des responsables des institutions et organisations internationales qui ont toujours répondu favorablement à nos invitations. Pour le Cameroun qui évolue à domicile, les objectifs sont de remporter le FIBA Women's Afro-Basket 2021. Depuis 2011, une 6e place à Bamako au Mali, une 4e en 2013 à Maputo au Mozambique et cette phase de finaliste chez elle en 2015. Le Cameroun a participé au tournoi de qualification olympique féminin FIBA de Nantes en 2016. Suite à son beau parcours continental en 2015, la sélection compte sur Ahmed Bombo Dioya, un coach expérimenté qui sera sur le banc et qui œuvre à Latte Montpellier en France. Il a été assistant de Natosha Cummings-Price en 2019. La saison de championnat de France, elle commence en septembre, en octobre et se termine en juin. Et après, j'ai la possibilité d'enchaîner avec le staff de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun a la chance dans beaucoup de sports d'avoir des joueuses et des joueurs de qualité. Et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir un vivier de joueurs et de pouvoir après les réunir, quoi. Le Cameroun est classé 54e mondial, 7e en zone Afrique, qualifié automatiquement. Sa qualité d'hôte, et c'est le Nigeria qui avait remporté le FIBA Women's Afro-Basket 2021 en terre sénégalaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.